Sur le climat, une position commune est toujours possible malgré les divergences entre les États. C'était le message de l'Asia Europe Foundation et d'Asia Centre lors de leur conférence à Paris au Sénat. L'objectif ? Rapprocher l'Europe et l'Asie, qu'en apparence tout sépare ou presque sur le changement climatique. D'un côté, l'Union européenne et sa stratégie commune pour la COP21 de Paris. De l'autre, l'Asie et ses pays avec des stratégies sur le climat en ordre dispersé. Cela dit, les Européens ne pensent pas tous la même chose et ont aussi des problématiques nationales, l'Allemagne et le charbon, la France et le nucléaire. On a des approches complètement différentes, des constructions même des grilles électriques ou même des constructions, des conceptions de la pénalisation des émissions qui sont très différentes et pourtant on va arriver à cette conférence avec une position européenne commune. Donc l'idée c'est aussi de dire aux Asiatiques: vos problèmes sont individuels, chaque pays a les siens, mais en même temps, il y a moyen d'arriver avec une position commune et surtout ne pas cultiver ces voix discordantes, mais essayer de trouver, malgré les voix discordantes, quelque chose qui permette d'avancer. Outre les voix divergentes, il y a les politiques nationales. Sur l'énergie, par exemple, les priorités de chaque pays peuvent aussi contrarier un accord mondial sur le climat. C'était le thème du premier panel de la conférence au Sénat. Parmi les acteurs majeurs de la prochaine COP21, les regards sont tournés vers la Chine. Le pays est à la fois fermement engagé dans les énergies renouvelables et encore dépendant à 75% du charbon pour son électricité. Cette année, Pékin a tout de même promis d'atteindre un pic d'émissions de CO2 autour de 2030. Le pays et ses intellectuels évoluent aussi sur la responsabilité de la lutte contre le changement climatique. Bien que d'un point de vue historique, la situation ne soit pas équitable, car les émissions de CO2 de la Chine datent seulement de 20 ou 30 ans, alors que les pays développés, par exemple la France, ont produit des émissions de carbone depuis plus de 100 ans. Malgré cela, il faut reconnaître que tous les pays, qu'ils soient développés ou en développement, font face aux défis du changement climatique. Donc le point clé est maintenant de savoir comment répartir la charge et calculer de façon équitable. Quelle méthodologie faut-il utiliser? En se basant sur la consommation ou sur la production, c'est évidemment très différent. Les États ne peuvent pas être les seuls acteurs en matière de climat. La société civile et en particulier les entreprises du secteur privé ont un rôle incontournable. Dans un autre panel de la conférence en partenariat avec Asialist, on se pose la question de la complémentarité de l'action du privé avec le public. Comment les entreprises peuvent intégrer la lutte contre le réchauffement climatique dans leur business model, dans leur chaîne d'approvisionnement? Bref, comment rester rentable tout en protégeant la planète? Le défi est le même en Europe et en Asie. En fait, il y a très peu d'entreprises dans le monde qui sont sensibles à ces questions. Il y a moins de 0,01% peut-être des entreprises dans le monde qui compensent leur empreinte climatique et qui sont conscientes de ces enjeux. Mais on travaille avec celles qui sont motivées, on essaye de les engager. Et c'est intéressant de voir qu'on est avec les marques parmi les plus valorisées. Chanel, Nespresso, Clarins, Lauder, Ben & Jerry's. Que des marques en fait qui marchent très bien, qui ont une très bonne image et qui se rendent compte qu'elles ont besoin, si elles veulent continuer à être les meilleures marques de leur marché, à aussi s'engager sur la question du climat. Parce qu'en particulier les nouvelles générations, elles ne croiront pas que vous êtes la meilleure marque si vous n'avez rien à dire sur le climat. Donc c'est une obligation aujourd'hui d'avoir quelque chose à dire et de faire quelque chose sur ces questions, sans quoi on est une marque has-been tout simplement. Et maintenant, que peut-on espérer de la COP21 ? Au Sénat, Européens et Asiatiques ont pu confronter leurs points de vue. Côté européen, les plus volontaristes comptent se battre jusqu'au bout pour obtenir un accord global sur le climat et qui soit légalement contraignant. Côté asiatique, les plus optimistes sont plus réalistes. Ils espèrent que la COP21 sera la première étape vers un accord favorisant la croissance verte et une économie décarbonée. Rendez-vous à Paris, au Bourget, à partir du 30 novembre.